Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le fusil M1 Garand. Le fusil M1 Garand, c'est ce fusil semi-automatique qui sera fabriqué par les Américains. La particularité, c'est qu'il s'agit du premier fusil semi-automatique qui sera une arme réglementaire. Donc, concrètement, la production va être réalisée en masse aux alentours des années 1940, mais le développement de cette arme va commencer dès les années 20. En effet, les Américains sont dans une volonté de réflexion sur une arme semi-automatique dès la fin de la Première Guerre mondiale. Et ils vont faire des recherches sur différents types de fusils. En l'occurrence, John Garand va être une des personnes qui sera retenue pour le modèle qu'il aura réalisé, qui subira certes de nombreuses modifications ultérieures, mais il est là dès le départ. Il faut savoir que ce fusil va subir différentes modifications, notamment au début par rapport à la production de l'arme et par rapport à des corrections suite à des enrayements. Il sera fabriqué à environ 4 millions d'exemplaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 500 000 seront fabriqués par Winchester, qui sera le premier fabricant, et ensuite 3,5 millions qui seront fabriqués par Springfield. Donc cette arme est une arme qui a la particularité de fonctionner avec des clips du système Mannlicher. Donc il y a un élévateur à l'intérieur qui se déplace et qui va permettre l'approvisionnement de la munition. Le clip de 8 cartouches, une fois vide, va être éjecté automatiquement. L'arme va évoluer, comme je le disais. Donc l'arme va évoluer sur différents points. Les premiers points qui vont être au niveau de l'évolution, ce sera en tout premier lieu le système d'empreinte gaz. Donc tous les premiers modèles de l'arme qui seront fabriqués repasseront en arsenal et seront à nouveau modifiés pour correspondre aux standards actuels. Donc au départ, il y avait un système d'empreinte gaz en extrémité et qui était différent de celui-ci. Ensuite, on va avoir des évolutions, donc des évolutions sur, par exemple, le bouchon qui est ici. Le bouchon, le premier type de bouchon, c'est celui-ci. Et en fait, le premier type de bouchon, c'est un bouchon obturateur qui ne comporte pas de soupape. Donc les Américains vont le faire évoluer et vont créer un bouchon, celui que vous voyez, qui est composé d'une soupape à l'intérieur et qui a la particularité de permettre le tir des grenades. Voilà. On a le tenon pour le positionnement de la baïonnette. En partie supérieure, on a le canon. En partie inférieure, on a l'empreinte gaz. Donc l'empreinte gaz avec une tige qui est en partie inférieure et qui vient commander l'ensemble du mécanisme au niveau de l'arme. Donc cette arme, elle est très simple au niveau du démontage sommaire pour le nettoyage, relativement complexe dans le sens où il y a beaucoup de pièces. Alors, en partie arrière de la crosse, on a une petite trappe qui permet d'y ranger le matériel de nettoyage. Donc, le matériel de nettoyage s'intégrait à l'intérieur et permettait d'avoir les accessoires nécessaires pour faire l'entretien courant de l'arme par le soldat. Alors, ces matériels de nettoyage, il y en a eu différents types. Donc, concrètement, alors, voilà le premier type qui a été fourni. Donc c'est un accessoire qui permettait de ce côté de nettoyer la chambre et ici d'avoir les outils usuels. Cet ensemble permet de démonter la culasse et ici on a le tournevis qui permettait de démonter l'extrémité et de pouvoir enlever l'obturateur. Ensuite on va évoluer sur un modèle où on va remplacer ce porte-chiffon par une brosse de chambre. Et en conservant donc les deux autres accessoires qui étaient nécessaires au niveau de l'entretien. Ultérieurement, l'évolution va aller sur un kit baguette, donc avec un ensemble qui permettra lui de nettoyer et de servir de poignée pour ce kit baguette, avec une bague plastique également. Concernant l'arme, donc là la petite clé qui permet le démontage
hein, de l'extrémité. Donc là voilà. Hop. Alors, concernant les baïonnettes. Alors les baïonnettes, on va trouver donc la baïonnette. Celle-ci c'est la baïonnette donc de deuxième type, celle qui sera faite hein, pour entre guillemets la Seconde Guerre mondiale. On voit bien que la goutte d'eau s'arrête en extrémité. Donc celle-ci est dans un état, on va dire, historique. Hein. Elle a été retrouvée sur une plage hein, et concrètement, elle a son histoire, ce qui explique son état. Et puis, vous avez le premier type au niveau de la baïonnette, qui en fait est une transformation de la baïonnette du 1903, hein, raccourcissement et un fraisage en partie extérieure. C'est pour ça que l'on voit qu'il n'y a pas de goutte d'eau. Les pontets, alors j'ai un pontet, hein, donc là on est sur un pontet usiné, c'est bien pour pouvoir vous montrer le mécanisme. Donc pontet usiné, donc c'est une pièce en acier, alors qu'ultérieurement on va avoir des pontets qui vont être faits en tôle emboutie. Voilà. Donc le pontet, la particularité, c'est ce qui permet d'avoir cette simplicité au niveau du démontage de l'arme. Cette partie-là, c'est la sécurité. Voilà. Donc quand l'arme est mise en sécurité, on verrouille, et à ce moment-là, on ne peut pas faire feu avec. Voilà. J'en ai profité pour vous présenter également la Lilade qui permet le tir des grenades. Donc c'est un accessoire qui venait se positionner ici et qui permettait, via un réglage d'angle, hein, d'avoir une visée. Hein, donc ici, on voit le petit trou qui permettait de prendre la visée. Donc de pouvoir avoir un tir de grenade avec un réglage d'inclinaison. Donc sachant que le réglage d'inclinaison était fait avec le petit niveau. Voilà, qui permettait d'avoir précisément le bon niveau au niveau de l'inclinaison du tir. Donc, le fusil Garand va utiliser la munition de 30-06. Donc la munition de 30-06, hein, donc là voilà, donc munition de 30-06, qui est la même munition qui aura été faite sur le fusil 1903 et qui d'ailleurs aura servi hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà deux munitions, hein, une qui date de 1909 hein, et l'autre qui date de 1917. Voilà, et donc on voit bien qu'il s'agit, alors celles-ci sont en très mauvais état, mais c'est le petit côté historique qui est intéressant, on voit bien qu'il s'agit de la même munition. On trouvera des déclinaisons de munitions, hein, alors là je vous ai montré quelques exemples, hein, autant avec de la balle bois, de la balle à blanc, donc, et la munition pour le cinéma, donc, qui aura servi dans les films que l'on peut voir régulièrement, on voit les soldats. Donc c'est ce type de cartouche hein, qui laisse penser qu'il s'agit d'une vraie, en fait il s'agit d'une balle à blanc. Donc les munitions sont mises en œuvre sur le clip, hein, donc nous avons 8 cartouches qui sont mises en œuvre. Donc le remplissage du clip a la particularité de s'effectuer d'une façon simple. On vient positionner les cartouches en quinconce à l'intérieur. Une fois que les cartouches sont mises en quinconce, on va rajouter par pression les munitions supplémentaires tout en les poussant bien au fond pour qu'elles soient prises dans la petite rainure latérale. Voilà, hop, et la dernière qui vient s'enclencher et qui permet de positionner nos 8 cartouches dans le clip. Donc les munitions étaient fournies, hein, donc montées sur clip dans un carton, voilà, ce qui était l'emballage de ces clips d'époque. Alors, je vous ai mis la cartouchière américaine de la Seconde Guerre mondiale, et en arrière, je vous ai mis la cartouchière que je vous avais présentée sur le fusil 1903. On voit que c'est exactement la même. La seule nuance, c'est qu'elle a été adaptée avec des supports qui permettent de verrouiller le clip en place, donc avec une petite languette. Concernant le fusil, donc l'approvisionnement du fusil, alors l'armement du fusil, le levier permet de reculer la culasse en arrière. L'introduction du clip, l'introduction du clip se fait ainsi. À partir du moment où on pousse le clip en partie inférieure, automatiquement la culasse se referme et enclenche une munition à l'intérieur. Si on souhaite éjecter un clip qui a été inséré à l'intérieur de l'ensemble, il faut appuyer sur ce bouton-là. Donc si la culasse est suffisamment reculée, voilà,
on va avoir l'éjection du clip. Bien sûr, quand on veut que ça sorte tranquillement, ça ne sort pas. Alors, au niveau du mécanisme, je vous disais tout à l'heure, donc pour démonter le pontet, il suffit de reculer en partie arrière, donc cette partie du pontet, et là on va sortir la partie inférieure du boîtier. Ensuite, par un mouvement de levier, on va basculer donc cette partie, ce qui va permettre de sortir l'ensemble. Hop. Il ne veut pas venir. Hop, le voilà. Ici. Et là, donc, on peut constater le piston qui rentre dans le cylindre, ici. Donc le piston, on le voit si je le recule, là, en position arrière. Ensuite, on a donc l'ensemble du mécanisme qui est présent, avec l'élévateur qui est en partie inférieure, et puis la culasse qui est ici, sur cette partie. Voilà. Donc, on voit le mécanisme. Pour pouvoir reculer et fermer la culasse, il faut baisser l'élévateur. Et à ce moment-là, on voit le piston qui retourne avancer et qui vient se loger dans l'empreinte gaz en partie avant. Donc, un entretien relativement aisé. Hein. Ensuite, au niveau de la manipulation de l'arme, hein, une manipulation on ne peut plus simple. Voilà. Concernant le fusil, il y aura des évolutions au niveau du système de hausse. Hein, il y aura deux modèles principalement qui existeront. Les crosses sont standards sur la dimension du fusil pour les modèles américains. Les modèles qui seront fabriqués en Italie chez Breda et en l'occurrence chez Beretta sont plus courts. Hein, c'est des fusils qui équiperont un nombre de pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, jusque dans les années 60, c'est un fusil qui va être réglementaire dans de nombreux pays. Voilà. À l'issue de ça, globalement, il sera un petit peu obsolète. Les Américains vont reproduire ces armes pour le marché civil, hein, avec de l'outillage qui proviendra à la fois de chez Breda, hein, de chez Beretta, et à la fois avec des anciens outillages de chez Springfield. Donc, ça sera les fabrications civiles qui ont été vendues aux États-Unis pendant de nombreuses années. Voilà. Que vous dire de plus? Vous avez un petit tour de l'arme. Après, ce qui serait intéressant, c'est effectivement de vous le montrer en fonctionnement. On essaiera de faire ça prochainement pour que vous ayez le plaisir de voir son fonctionnement. Voilà. Donc là, on voit par contre le marquage Springfield Armory avec le numéro de l'arme, hein, donc qui correspond effectivement à un modèle militaire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est une arme qui, en France, est classée en arme semi-automatique, hein, donc en catégorie B, et qui est sujet à une autorisation de détention de la part de la préfecture. Voilà. Donc document qui est présent, bien sûr, sur la table, donc de manière à effectivement être en règle. Voilà, il existe également les kits de nettoyage, hein, donc j'ai présenté les différents kits, celui de l'USM1, je vous avais déjà présenté, il y a celui du FM Bar, et puis il y a celui pour le fusil Springfield et le fusil Garand également. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo qui vous aura montré le fusil dans un contexte qui est proche de celui de l'époque, hein, en termes de matériel et d'accessoires, vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à continuer de suivre cette chaîne. Au revoir.